première séance de formation. Module A, examiner votre domaine de recherche. Donc c'est surtout pour les débutants, mais ça peut aussi couvrir quelques personnes qui ont utilisé de manière occasionnelle. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette première séance de formation. Module A, examiner votre domaine de recherche. Donc c'est surtout pour les débutants, mais ça peut aussi couvrir quelques personnes qui ont utilisé de manière occasionnelle Web of Science. Nous allons avoir 5 séances de formation. Et au cours de ces 5 séances, nous allons apprendre à utiliser tous les outils que nous voyons ici sur cette page, outils auxquels vous avez accès. Soit parce qu'ils font partie de la licence dans votre pays, donc vous y avez accès, ou bien c'est un accès totalement gratuit pour n'importe quelle personne dans le monde. Au-delà de ce qu'on voit sur cette page-là, ce sont des choses dont je ne parlerai pas. Ce sont des choses auxquelles vous n'avez pas tous accès. Donc, rappelez-vous bien, on ne parle uniquement que de ces 8 outils, et c'est déjà beaucoup, 8 outils. Et aujourd'hui, pour cette première séance de formation, ce module-là, on va parler de 2 outils, Web of Science, pour examiner un champ de recherche, et EndNoteClick, qui est un outil complémentaire et gratuit qui peut vous aider à trouver les documents en accès libre. Voilà l'agenda que nous allons couvrir au cours de cette heure et demie que nous avons ensemble et qui est enregistré. C'est organisé en 5 parties, en commençant par examiner un domaine de recherche. Je vais faire toutes les formations en français, mais mon matériel sera toujours en anglais. Commençons par examiner votre domaine de recherche grâce à Web of Science. Alors, premièrement, qu'est-ce que Web of Science? Web of Science est une base de données. Ce n'est pas un dépôt où on met des PDF, c'est différent. C'est vraiment une base de données avec des documents qui sont indexés avec des champs d'indexation. Et cette base de données est composée de différentes collections que nous voyons ici dans cette image sous forme de escargot. Au milieu, nous avons la collection principale, qui est la collection que j'utilise le plus. Il s'agit d'un contenu de revue scientifique que notre entreprise a sélectionné. Et en dehors, en blanc, ce sont d'autres collections, soit qui nous appartiennent, par exemple Derwent et Data, qui sont des bases de données, par exemple ici pour les brevets, tiennent à d'autres entreprises, d'autres organisations et pour lesquelles nous collaborons et donc nous les logeons en fait sous le toit de Web of Science. Vous avez accès par exemple de manière gratuite à Medline, Medline qui est la référence internationale, PubMed qui fait partie de PubMed pour la médecine. Et d'autres bases de données régionales et spécialisées. Donc vous avez la collection principale et quelques-unes ici à l'extérieur. Tout dépend de la licence de votre pays. Au centre, la collection principale est organisée en différents indices de citation en fonction de la revue scientifique. Il y en a 6. Donc si les revues sont des revues de sciences, on les indexera dans cet indice-là, des sciences sociales, ensuite art et humanité. Et nous avons un indice qui s'appelle Emerging Sources Citation Index, ESCI, qui est également pour des revues scientifiques multidisciplinaires. Dans ce cas-là, ce sont des revues qui n'ont pas de facteur d'impact. Donc souvenez-vous, les 4 premiers sont pour des revues et il y a également des conference proceedings dans celle-là et quelques livres dans cet autre indice. Donc c'est une manière pour nous d'organiser l'information
d'organiser les revues scientifiques dans différents indices. Et nous voyons ici, par exemple dans la collection principale, le nombre de revues scientifiques que cela contient, 21 000, elles ont été sélectionnées, toujours par notre équipe éditoriale. L'accès, je vous mets ici l'URL, la page web générique. Néanmoins, tout va dépendre de où vous vous trouvez aujourd'hui, au sein de votre propre institution ou bien à l'extérieur. Donc dans ce cas-là, je vous remets premièrement à la page LibGuides et aux présentations que nous avons fait la semaine dernière, où chacun des deux pays a expliqué l'accès pour les utilisateurs des deux pays, et également à ces deux courriels que je vais vous copier à nouveau dans le chat. Je vais sortir et vous les copier. Au cas où vous auriez des problèmes d'accès, ce sont ces deux emails qu'il faut contacter. Je ne peux malheureusement pas vous aider puisque c'est différent pour chacun des pays. En ce qui me concerne aujourd'hui, j'utilise mon accès Clarivate, mon accès de l'entreprise qui est différent du vôtre. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous aider. Alors maintenant, nous allons aller à la page d'arrivée. Donc quand j'arrive dans Web of Science, voilà ce que vous allez voir. C'est la page initiale. C'est la première chose que je vois quand je rentre dans Web of Science avec cette couleur caractéristique violet, la couleur de notre entreprise. Cette page est disponible en 9 langues différentes. Aujourd'hui, je vais travailler avec l'interface en langue anglaise, mais vous avez ici différentes langues à disposition. La dernière que nous avons inclue est l'arabe. Comme je ne comprends pas l'arabe du tout, je vais continuer en anglais et nous ne l'avons pas en français non plus. Donc je vais tout faire avec la plateforme en langue anglaise. Et vous allez voir sous ce menu dépliant les bases de données auxquelles vous avez accès en fonction de votre pays. Pour ma part, je les vois toutes, puisque je travaille pour l'entreprise. Donc vous allez voir quelque chose de différent, vous allez en voir moins que moi. Et nous avons la collection principale ici, Core Collection, qui représente les revues que nous avons sélectionnées. Et cette base de données est actualisée tous les jours. C'est une base de données multidisciplinaire. Au sein de cette base de données avec laquelle je vais commencer aujourd'hui, nous avons les différents indices dont je vous parlais. Et je les garde toujours tous sélectionnés. Moi, je les vois tous à nouveau, puisque je travaille pour l'entreprise. Et vous voyez ici la couverture au niveau des années de ces différents indices. Le plus ancien étant l'indice de revue scientifique qui commence en 1900. Sciences sociales, on l'a créé plus tard, mais ça commence également en 1900, et Arts et Humanités en 1975. Alors, nous allons faire notre première requête, apprendre à chercher, et nous allons commencer à chercher avec des mots-clés. Quand on cherche des mots-clés, ça veut dire on cherche un topic dans Web of Science. Vous avez différentes manières de chercher, vous avez un menu dépliant. Okay. Pour les mots-clés à différents endroits, ça s'appelle chercher topic. Et quand je cherche topic, je vais chercher ces mots-clés à 4 endroits différents. Le titre, le résumé, les mots-clés de l'auteur et des mots-clés que nous ajoutons Clarivate. Et vous avez ici quelques aides. Par exemple, vous avez la possibilité de tronquer des mots pour en trouver plus, ou bien d'utiliser des guillemets pour trouver exactement une expression. Ce sont des choses que nous allons pratiquer à travers d'exercices. Mieux vaut le faire à travers d'exercices que d'apprendre la théorie. Néanmoins, si vous voulez chercher uniquement le titre, vous avez également la possibilité de chercher le titre. Pour ma part, je trouve que c'est bien plus pratique de chercher tous ces champs-là et ces mots. Alors, on va commencer avec un exemple simple, un unique mot, biofuels, les biocombustibles. Première requête, topic biofuels et je cherche. Voilà. J'atterris sur une page avec tous mes résultats et je vois d'ailleurs le nombre de résultats que je trouve, plus de 54 000 documents en cherchant un mot. Ces 54 000 documents sont organisés ici dans cette page avec des petits rectangles. C'est un résumé de chacun de ces documents.
et ils sont organisés d'une certaine manière. Alors, la première fois que vous allez faire cette requête, ils vont être organisés by relevance, ça veut dire par pertinence. Comment est-ce qu'on fait cette organisation? C'est par rapport à ce que vous avez cherché. Notre algorithme va regarder le mot que vous avez cherché, combien de fois il le trouve, à quel endroit il le trouve, et c'est comme ça qu'il va les organiser par pertinence. Mais vous avez plein d'options d'organisation ici. Nous allons en utiliser deux autres pour que vous voyez comment ça marche. Le plus ancien, en premier, donc on voit que le premier document, le document le plus vieux avec Biofuels est un document de 1975. Et si je fais l'inverse, le document le plus récent, on a décembre 2022. Décembre 2022, est-ce une erreur? Non, ce n'est pas une erreur. Nous avons des journaux qui collaborent étroitement avec Web of Science et qui nous envoient leur contenu publié en ligne. Et c'est pour ça que nous avons à l'avance souvent des documents avec des dates de publication qui sont plus postérieures à la date d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas une erreur du tout, ça a déjà été publié en ligne et si je l'ouvre, vous allez voir que non seulement ça a été publié en ligne, mais également vous voyez le volume et la page pour la date finale de publication qui sera en décembre 2022. Donc cette revue, All Life, a déjà accepté ce manuscrit, a déjà revu ce manuscrit et l'a déjà publié en ligne et le publiera dans un de ses prochains numéros. On voit le volume, le numéro et la page. Donc aucune erreur par rapport à ça. Et d'ailleurs, puisque je l'ai ouvert, on en profite. Qu'est-ce qu'on voit en jaune? On voit le mot que j'ai cherché. Dans ce cas-là, il est dans le résumé. Il aurait pu être dans le titre, puisque quand je cherche by topic, je cherchais également le titre, je cherche le résumé, ou bien les keywords, les mots-clés. Et dans ce cas-là, il a cherché les 4 endroits, il n'a trouvé qu'une seule fois dans le résumé. Et vous voyez d'autres mots-clés ici. Tout ça, ce sont des liens. Je pourrais également chercher avec ces mots-clés. Maintenant que nous avons fait notre première requête, nous allons un petit peu apprendre la théorie des requêtes quand on cherche par mots-clés. Et avant ça, je vais revenir en arrière. Tout ce que j'ai fait est ici dans cette ligne de navigation. Si je clique sur les 3 petits points, vous verrez, ça c'est le document sur lequel je suis. Et là, c'est mes listes de résultats organisées de différentes manières. Je reviens un pas en arrière dans ce cas-là. C'était organisé par le plus récent. Donc voyons un petit peu, grâce à ma présentation, la théorie quand on cherche topic. On cherche par mots-clés. On va toujours chercher en anglais. Quelle que soit la langue de l'interface que j'utilise, je vais toujours chercher les mots en anglais car tous les documents sont indexés en anglais. Il y a dans Web of Science des documents en langue originale dans différentes langues originales, de toutes les langues. Néanmoins, l'indexation, c'est-à-dire l'information que vous allez voir dans Web of Science, va toujours être en anglais. C'est toujours la traduction à l'anglais. Donc le titre et les mots-clés, même si la langue de départ n'est pas l'anglais, ça sera en anglais dans Web of Science. C'est pour ça que je vais toujours chercher en anglais. Quand je cherche topic, je cherche titre, résumé, mots-clés des auteurs et Keyword Plus qui sont des mots-clés que nous ajoutons en nous basant sur les références bibliographiques. Et c'est quelque chose que nous faisons depuis 1991. Avant 1991, il n'y avait que les titres, les auteurs et les références bibliographiques. Donc si vous voyez des documents très anciens, vous verrez c'est un petit peu différent. Pour les opérateurs booléens et autres petites astuces, les opérateurs booléens sont les mêmes dans toutes les bases de données. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à Web of Science. C'est pour ça que je ne vais pas l'expliquer en détail. Ce sont des choses qui sont universelles. Il y a des très bons cours qui expliquent les opérateurs booléens. C'est les mêmes pour tous les outils. And, quand je cherche deux mots. Or, quand je cherche l'un ou l'autre mot. Et
note pour exclure quelque chose. Il y a aussi des opérateurs de proximité que nous apprendrons à utiliser plus en avant. Aujourd'hui, c'est un petit peu trop tôt, on les verra plus tard. Il y a la possibilité également de tronquer des mots à gauche, à droite, et on peut même mettre l'astérisque au milieu. L'astérisque remplace 0, 1 ou plusieurs caractères. C'est très utile quand un mot peut être écrit de différentes manières, ou bien quand on veut vraiment tous les mots avec des terminaisons, la même racine et des mots différents, ou inversement des préfixes différents et la même base du mot. Donc on va aussi pratiquer cet astérisque et apprendre à l'utiliser. Et quand on cherche exactement un groupe de mots, une phrase, un titre, on va utiliser les guillemets. Les guillemets me permettent de chercher exactement ici, c'est l'hormone de croissance. Exactement, hormone de croissance, c'est deux mots dans cet ordre-là. Si je n'utilise pas les guillemets, Web of Science va chercher les deux mots séparément. Et c'est très différent de chercher les deux mots séparément. Croissance d'un côté et hormone de l'autre, ça pourrait être n'importe quelle hormone qui croît et décroît. Dans ce cas-là, je ne veux pas n'importe quelle hormone. Je veux uniquement l'hormone de croissance, donc j'utilise les guillemets. Dans ma présentation, il y a un lien ici, un lien qui explique les opérateurs booléens et également les parenthèses et la priorité des parenthèses. Donc c'est quelque chose que je vous laisse dans mes présentations pour que vous puissiez le regarder plus en avant une fois que vous l'aurez à disposition, c'est-à-dire ce soir ou demain. Aujourd'hui, on va plutôt pratiquer tout ça, faire des exercices. Autre chose qui est intéressant, et c'est important que vous le sachiez, c'est que vous ne le voyez pas, mais il y a un dictionnaire de synonymes de Web of Science. Un dictionnaire de synonymes qui est très utile, qui me permet par exemple pour des mots qui ont des orthographes différentes en anglais britannique et en anglais américain, soit je cherche l'une ou l'autre, que je cherche l'une ou l'autre version, la britannique ou l'américaine, il va toujours me chercher les résultats avec ces deux orthographes. Donc c'est très utile pour moi, comme ça je ne me préoccupe pas de l'orthographe britannique et américaine, il cherchera les deux versions. C'est la même chose pour le singulier et le pluriel. Le singulier et le pluriel, il y a des fois c'est simple, c'est un S ou un ES, et des fois c'est plus compliqué, ce sont des mots différents. Mouse and mice, la souris, les souris. Que je cherche la version singulière ou la version plurielle, Web of Science me donnera les résultats avec ces deux mots, singulier et pluriel. Et il y a plein d'autres synonymes. Des mots différents qui veulent dire la même chose. Par exemple, astronaute et cosmonaute. C'est un fait historique. Les astronautes, c'est le mot américain et cosmonaute, c'est le mot russe. Et en Europe, on dit spationaute. C'est la même chose. C'est juste des mots différents. Donc derrière ce lien, cette fois-ci, je vais l'ouvrir. Vous avez également accès à, on va dire, un échantillon de notre dictionnaire de synonymes. Ce n'est pas tout le dictionnaire, c'est impossible de le mettre à disposition de tous les utilisateurs. C'est juste pour que vous sachiez à peu près ce qu'il y a. Si vous avez un doute, ce que je vous encourage à faire, c'est faire la requête avec deux mots différents. Et comme ça, vous verrez. Si vous obtenez avec deux mots différents le même nombre de résultats, ça veut dire que ce synonyme est dans Web of Science. Et si vous avez des nombres de résultats différents, ça veut dire que ça ne fait pas partie des synonymes de Web of Science. Et dans ce cas-là, il faut toujours écrire les deux versions. Alors, nous avons fait une première requête toute simple. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que je peux affiner ma requête. Il y a différentes manières d'affiner cette requête. La première, affiner la requête ici, c'est-à-dire, par exemple, chercher plus en détail uniquement avec un mot, mais rajouter d'autres mots et même combiner avec d'autres champs. J'ai la possibilité de combiner ma requête avec d'autres champs. Ici, j'ai tout un panel. Aujourd'hui, je vais continuer uniquement avec les mots-clés et je vais en profiter pour combiner. Donc là, j'ai un opérateur AND que j'ai marqué en majuscule, mais ce n'est pas nécessaire. Minuscule, majuscule, c'est pareil pour Web of Science. J'utilise les majuscules simplement pour ma formation, pour que vous voyez bien l'opérateur booléen. Et je cherche deux mots différents. Donc je vais chercher les documents avec
ces deux mots, biofuels and algae. Il faut qu'ils aient les deux mots. Et là, vous voyez, j'utilise un astérisque. J'utilise un astérisque parce que j'ai déjà fait quelques requêtes et je me suis rendu compte que algae pouvait apparaître comme micro-algues ou algues tout court, etc. Donc, comme je veux tout ce qui est à base d'algues, vous voyez d'ailleurs, j'ai micro-algues ici, et je me fiche du préfixe du mot, eh bien, dans ce cas-là, je mets l'astérisque. Comme ça, il me permet de trouver les deux versions, algues, algae, microalgues, et peut-être d'autres mots que je n'imagine même pas à l'heure actuelle, puisque ce n'est pas ma spécialité. Donc, c'est une manière d'affiner. Je peux continuer comme ça à affiner ma requête en combinant des mots-clés, des auteurs, etc. Je vais rester là pour l'instant et nous avons une autre manière d'affiner qui est ces filtres que nous avons ici à gauche. C'est également une autre manière d'affiner ma liste de résultats parce qu'ici maintenant j'ai 8000 résultats. Il me semble qu'on en avait 50 000 avant. Donc en combinant deux mots, je descends à 8000, mais j'ai la possibilité ici d'utiliser les filtres à gauche. Alors il y en a beaucoup, on va apprendre à les utiliser. On va faire quelques petits exemples. Alors par exemple, on va voir les années de publication. On voit toujours les 5 années les plus récentes, mais on peut les voir toutes ici. Et par exemple, je vais sélectionner les années les plus récentes. On va dire, je veux uniquement voir les documents publiés depuis 2018. Donc, j'ai sélectionné ces 5 années et je fais Refine. On descend à 3000 résultats. Et on va en utiliser un deuxième. Type de document. On a également beaucoup de types de documents. Ils sont organisés ici par nombre. Je peux regarder See All aussi. OK. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est l'inverse. On va dire qu'aujourd'hui, je ne veux que des articles. Et la meilleure manière de sélectionner uniquement les articles, c'est de exclure tout le reste. C'est plus facile. OK? Donc, je garde uniquement les articles et tout le reste, j'ai le bouton à côté qui est exclure. Donc, je ne vais garder que des articles. C'est beaucoup plus précis de cette manière-là. Hops. Et vous voyez, je n'ai plus que des articles, 2500, et ces années de publication. D'ailleurs, les filtres que j'ai appliqués, où est-ce qu'on les voit? On les voit ici exactement en dessous de la requête. J'ai affiné par année de publication et j'ai exclu tous les autres types de documents qui ne sont pas des articles. Je pourrais continuer à compliquer ma requête. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je voulais vous dire que quand vous avez fait une belle requête bien compliquée, vous avez la possibilité de la partager avec quelqu'un. Vous avez ce petit bouton ici, Query, Copy, Query, Link. Si je clique dessus, Link Copied, donc ce lien a été copié et je peux ensuite le coller dans n'importe quel document, dans un email, dans un Word, etc., pour l'envoyer à quelqu'un. On verra un petit peu plus tard comment le garder pour moi-même. Il faut que je travaille avec mon compte. Donc ça, c'est pour le partager avec une tierce personne. J'ai fait une requête aujourd'hui dans la collection principale. Vous avez la possibilité, donc je reviens au début, de la faire également sur toutes les bases de données auxquelles vous avez accès. OK? All databases, donc toutes les bases de données auxquelles vous avez accès. Moi, comme j'ai accès à toutes, c'est un petit peu différent. Sachez que quand vous cherchez dans toutes les bases de données, Topic existe toujours, mais les options vont être un petit peu différentes puisque chaque base de données est un petit peu différente. Donc, on va avancer un petit peu. Je vais sortir de ma présentation et je vais vous montrer. On va avancer un petit peu. Quand on fait une requête dans toutes les bases de données, voilà. Quand je cherche topic dans toutes les bases de données, je vais chercher les mots-clés
spécifiques de ces bases de données. Par exemple, dans Medline, auquel vous avez accès, au-delà du titre, du résumé et des mots-clés, vous avez également des termes spécifiques en relation avec Medline, médecine, les termes qui s'appellent MESH. C'est un thésaurus spécifique de Medline. Okay, donc, il y a également cette possibilité de chercher toutes ces bases de données, all databases, au lieu de la collection principale. Donc, voilà pour la première partie. Comment faire une requête par mots-clés. Et maintenant, on va voir comment trouver le texte intégral, puisque parfois le résumé n'est pas suffisant. Vous voulez lire ce texte intégral. Et quand ce texte intégral est en accès libre, qui n'est pas nécessaire de payer, Web of Science peut vous aider à le trouver. Et on va voir comment. Donc on va avancer un petit peu. Je vais le montrer directement dans l'outil. Je vais revenir à la requête que j'avais faite. Elle a été gardée ici. Celle-ci. Voilà. Donc je reviens à une requête. Et ce que je vais faire, c'est que je vais à nouveau les organiser by relevance. Ok, donc j'en ai 8000. Parmi ces 8000 documents, à combien de documents j'ai accès en accès libre, en libre accès, c'est-à-dire sans avoir à payer? On a un petit indicateur ici, un filtre rapide Open Access. Vous voyez, c'est ce petit cadenas. Ce petit cadenas me dit cet accès n'est pas fermé, il est ouvert. Et donc, il y en a 2500. Donc, pour ces 2500, je peux trouver le PDF. Je vais filtrer comme ça, ce sera plus facile de le montrer. Je vais voir tous ceux qui sont en accès libre. 2500 maintenant. Vous voyez, j'ai appliqué ce filtre-là. Et je vois déjà dans ma liste ce petit indicateur en bas qui me dit j'ai accès gratuitement free au texte intégral de l'éditeur. Ou bien j'ai accès gratuitement au texte intégral à l'article dans un dépôt institutionnel. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas l'éditeur. Pour l'éditeur, ce n'est pas gratuit, il n'y a pas le mot free. Et je peux avoir un mélange de ces différents accès. Je vais par exemple ouvrir celui-là, ce deuxième. Quand j'ouvre la fiche, donc la notice de ce document, les liens ne sont plus en bas, ils sont en haut. Les liens au PDF. Donc ici, on voit Free Full Text at Publisher, non, pas free justement, payant, et là, Full Text Links. Et je vois que dans ce cas-là, oui, j'ai accès au PDF, il est dans un dépôt. Et voilà, j'ai le PDF et je peux le garder ensuite. Je peux même copier le lien, je peux l'imprimer. Nous avons ici un éditeur de PDF. Donc ces liens, ils sont en haut quand je suis dans la notice du document et quand je suis dans une liste de résultats, je reviens en arrière, ils sont ici en bas du petit rectangle. Il y a différentes versions de l'accès libre. Ces différentes versions, vous pouvez les voir aussi en bas. Alors, il y a plein de filtres. Je vais continuer à descendre. Vous voyez ici Open Access aussi. Et vous voyez leur nom ici, 6 versions différentes. Et vous voyez une explication pour chacune d'entre elles. Pour résumer, tout ce qui est gold, c'est-à-dire doré, la voie dorée, c'est publié en accès libre dans des revues scientifiques en accès libre. Et tout ce qui est green, en vert, dans ce cas-là, ce sont dans des différents dépôts institutionnels, académiques ou autres. Donc la source est différente. Ici, ce sont les revues et ici, ce sont les dépôts. D'ailleurs, dans ma présentation, donc je reviens à la présentation, il y a un petit résumé ici, c'est une page, c'est un lien, la page de notre guide en ligne qui vous explique les 6 versions Gold, revue, et Green, dépôt.
il est possible que vous ayez accès à différentes versions d'un même document sur la page d'un éditeur et également sur un dépôt. Vous allez voir ces différents liens en haut de la fiche. Mais quand vous êtes dans le résumé, le premier qu'on va vous montrer, la priorité, c'est quand on monte. C'est-à-dire que si vous avez un accès par l'éditeur, c'est toujours la première version qu'on va vous montrer. Ok? Donc il y a une préférence pour nous, on montre tous les liens, mais le premier qu'on va montrer, c'est le premier qui est accessible en montant ici cette colonne. Donc si on n'a que des vers et on a un published, on montrera le published avant de montrer les autres liens. On préfère toujours la version qui est la plus en haut de cette liste. Donc en résumé, vous avez les différents liens ici, en haut de la fiche, et on va en voir un autre qui est un autre clic qui est en dehors du Web of Science, mais qui peut être installé. Alors, pour aller au-delà de Web of Science, de ce qui est accessible dans Web of Science, vous avez la possibilité d'utiliser un outil qui est totalement gratuit qui s'appelle EndNoteClick. Pour cela, il faut l'installer. C'est un outil de notre entreprise, Clarivate, qui a différents avantages. Le premier avantage, il est gratuit pour tout le monde. Le deuxième avantage, il vous permet d'accéder très facilement à des textes en accès libre et ce sont toujours des copies légales. Qui seront déposés à différents endroits, soit la page de l'éditeur, soit des dépôts, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans ce monde, puisque nous recueillons des dizaines de milliers de dépôts dans tout le monde. Et cet outil fonctionne dans Web of Science et également en dehors de Web of Science. À chaque fois qu'il détecte un DOI, un identificateur d'objet digital, il va chercher s'il trouve ce texte en accès libre. Donc vous voyez ici comment ça fonctionne. C'est un petit bouton de couleur violette qui est en général du côté gauche. Et quand il montre View PDF, ça veut dire qu'il l'a trouvé. Et il vous dit même où est-ce qu'il l'a trouvé, en Open Access, Publisher Version ou dans une autre page. Et là, c'est quelque chose qui est en dehors de Web of Science. Donc il fonctionne dans Web of Science, mais il fonctionne dans d'autres pages aussi, PubMed par exemple. Donc voyons comment il fonctionne. Donc, je vais vous montrer maintenant dans Web of Science et ensuite je vous expliquerai comment l'installer. Alors je reviens à Web of Science. Voilà, je ferme ici et je vais rouvrir par exemple celui-là. Vous voyez le petit bouton, il est ici. Et il apparaît, j'ai de la chance, il apparaît de couleur violette. Donc couleur positive et il me dit où est-ce qu'il l'a trouvé. Donc si je clique juste sur cette partie violette, il m'ouvre le PDF et il m'ouvre le PDF à un endroit spécial qui est, on va dire, mon espace personnel dans EndNote puisque j'ai installé cette extension dans mon navigateur préféré. Donc il ouvre ce PDF, il me l'a même gardé dans mon espace personnel et à partir de là, il y a beaucoup de choses que je peux faire. Je peux le télécharger, je peux le partager avec un collègue, toujours en respectant les droits des auteurs, un collègue ou plusieurs collègues. Cette personne-là recevra ce lien à ce document dans mon espace personnel et cette personne n'a pas besoin d'avoir un autre clic installé. Et je peux également l'exporter. Maintenant, voyons mon espace personnel. Donc, je vais aller à My Locker, où j'ai tous les PDF qui se sont téléchargés. Voilà. Donc, on voit les derniers que j'ai téléchargés. Il y a différentes manières de les organiser. Et je peux chercher ici un document que j'ai gardé il y a longtemps. Par exemple, voyons, est-ce que j'ai quelque chose sur bioplastique? Non, j'ai rien.
Ah, j'ai bioprinting. Ouais, bioprinting, j'en ai quelques-uns. J'en ai un et deux sur bioprinting. Donc voilà, une requête, quand j'en ai beaucoup, une manière de faire une requête rapide, et j'ai également la possibilité de les organiser avec des étiquettes ou demander faire. Si je commence à avoir trop de choses ici, je préfère les télécharger sur mon ordinateur et garder de la place libre pour pouvoir continuer à en télécharger. Donc par exemple, celui-ci, c'est celui que je viens d'ouvrir et qui est gardé maintenant dans mon espace personnel. Alors comment pouvoir profiter à plein rendement de cet outil, comment l'installer? Donc maintenant on va voir comment il l'installe, on a vu comment ça marche. Alors l'installation, c'est pas quelque chose que je peux vous montrer puisque je l'ai déjà fait. Vous avez les différentes étapes ici. Celle-ci est la page web à laquelle il faut aller. Cet outil est compatible avec différents navigateurs, Chrome, Firefox, Opera et Edge. Donc vous pouvez l'installer dans l'un, dans l'autre et même dans plusieurs si vous le souhaitez. Donc une fois que vous rentrez sur cette page-là, en fonction du navigateur, il va vous proposer de l'installer gratuitement. Et quand vous l'installez gratuitement, vous devez créer un compte et donc renseigner votre nom, votre prénom et votre institution, ça peut être utile. Et quand vous avez terminé de créer votre compte, cette petite icône EN, EndNote Click de couleur violette, va apparaître en haut de votre navigateur. En haut de le navigateur, maintenant je vais vous montrer pour la configuration. Donc vous allez voir la mienne, elle est déjà installée. Je vais pouvoir vous montrer ma configuration. Donc c'est installé ici. Et je vais voir configuration de mon compte. Oups, ça y est, c'est arrivé. Alors, ici, j'ai mon compte et j'ai mes préférences aussi. Par exemple, ici, j'ai indiqué qu'à chaque fois que j'ouvrais un PDF, je voulais qu'il soit sauvegardé automatiquement dans mon espace personnel. C'est une de mes préférences, c'est pas obligé, c'est à vous de choisir. Donc, j'ai renseigné ici mon nom, mon email, je peux changer euh, mon mot de passe à n'importe quel moment et également mon email. Donc ça, c'est pour la configuration de mon compte. La capacité de ce compte, important. Alors là, il faut que j'avance un petit peu. La capacité de ce compte, elle est limitée. La première fois que vous le créez, elle est de 100 mégabytes, c'est-à-dire à peu près 40-50 PDF. Néanmoins, sur cette page-là, si vous invitez quelqu'un et que cette personne l'installe, donc c'est lui envoyer ce lien-là, vous le copiez, vous lui envoyez, cette personne-là installe un compte EndNoteClick. Le nom ancien de EndNoteClick, c'est Copernio. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez Copernio, EndNoteClick, c'est la même chose. C'est juste qu'on a changé de nom il y a 1 an ou 2 ans maintenant. Et il y a encore des pages qui s'appellent Copernio. Donc, si vous envoyez ce lien, cette invitation à quelqu'un et que cette personne utilise ce lien pour installer EndNoteClick, celui qui a envoyé l'invitation va avoir une mémoire et des fonctionnalités extraordinaires qui seront une mémoire de 2 gigabytes et une intégration avec Dropbox. Donc c'est utile de pouvoir et d'envoyer cette invitation. Donc je reviens ici, Personal Invitation, c'est ce lien-là. Donc vous l'envoyez à une tierce personne, à un collègue. S'il utilise ce lien pour l'installer, à ce moment-là, vous passerez comme moi à 2000 mégabytes. Donc beaucoup plus de capacité pour stocker. Et il y a la possibilité également de customiser sur cette page-là. Une des choses qu'on a quand on a l'accès privilégié, l'accès premium, c'est qu'on a également la connexion avec Dropbox, quelque chose qu'on n'a pas avec la version à 100 mégabytes. Donc voilà pour l'installation. Dans ma présentation, vous avez les différents pas qui sont détaillés ici. Donc vous pourrez le revoir tranquillement et le faire tranquillement à votre rythme. Je vous laisse également sur cette page différents liens qui peuvent vous aider, répondre à vos questions. Donc là, c'est pour l'installation. Là, c'est une page
qui explique aussi comment ça fonctionne. Une page pour les bibliothèques si elles ont des doutes par rapport à la confidentialité, par rapport au fonctionnement. On explique ici nos termes et nos conditions et aussi la conservation des données. Et donc voilà, ces différentes pages utiles, elles sont toutes ici dans ma présentation qui sera mise à votre disposition sur la page LibGuides au plus tard demain. Donc en résumé, on voit à nouveau le résumé ici. Pour trouver le texte intégral, une copie légale de ce texte intégral en accès libre, j'ai différentes options à ma disposition. Elles sont ici en haut, Publisher, Full Link, et il y a également un lien vers Google Scholar. Et en bonus, ajouté, vous pouvez avoir un autre clic. Un autre clic qui ne fait pas partie de Web of Science, qui est un outil indépendant, qui est installé sur votre navigateur. Mais cet outil va fonctionner quand vous travaillez avec Web of Science et quand vous travaillez dans d'autres pages web. Si ce document n'est pas accès en libre, en fait, qu'il faut payer à travers les abonnements, à ce moment-là, il faudra vous tourner vers les abonnements du Maroc ou de la Tunisie. Et pour trouver ces accès à ces abonnements, trouver les PDF, il faut vous tourner vers la présentation et les ressources de ces deux pays qui ont été présentées le mardi dernier, le 12 avril. Très bien, nous allons faire 5 minutes de pause. Donc je vois qu'on est dans les temps. Je vais revoir un petit peu ici le temps. Alors je parle ici à l'heure de Paris. Donc on va dire, alors heure de Paris, on va dire, on va revenir, on va faire un peu plus de 5 minutes puisqu'on est à l'avance. Donc 12h55 Paris, ça veut dire en Tunisie 11h55 et ça veut dire 10h55 heure du Maroc. Donc 7 minutes de pause, très précisément à 55, je reprendrai. D'ailleurs, je vais faire une pause pour l'enregistrement. Très bien, alors nous continuons avec les options pour sauvegarder votre travail et exporter votre travail. Pour cela, il est indispensable de créer un compte. Créer un compte, c'est différent d'accéder. Vous allez voir la différence d'ailleurs. Et il y a beaucoup d'avantages à la création d'un compte. Vous pouvez sauvegarder votre travail, vos requêtes, vous pouvez créer des alertes, vous pouvez même créer des listes de documents. Et l'avantage, c'est que vous pouvez naviguer d'un outil, d'une ressource à l'autre très facilement avec ce même compte et donc pouvoir exporter de l'une à l'autre. L'autre avantage, c'est quand vous travaillez en dehors des murs de votre institution. Il est très facile avec un compte nomade, donc c'est ce compte personnel que vous pouvez créer, d'accéder sans vous identifier comme faisant partie de cette institution. Donc ici, c'est une liste de tous les avantages. Et maintenant, on va voir comment faire. Alors, quand vous accédez en haut et à droite, donc vous êtes dans Web of Science, vous allez voir ces deux boutons, Sign in and Register. Si vous n'avez jamais créé de compte, si vous cliquez sur Register, donc créer un compte, vous devez remplir ce petit formulaire, renseigner l'information, ensuite cliquer sur Register et vous avez un compte avec un courriel de contact et également un mot de passe. Donc c'est ce qu'on appelle un compte nomade et un compte qui vous permet de sauvegarder votre travail. À partir de là, vous pourrez cliquer sur Sign in, ça veut dire je m'identifie et je vais travailler avec mon compte personnel. Vous allez voir d'ailleurs aujourd'hui, alors je reviens à Web of Science, j'étais ici, je reviens à une liste, d'ailleurs je vais en profiter pour fermer tout ça, voilà. Vous voyez ici, je suis identifiée, j'ai fait le Sign in. Si je reviens à ma page initiale, j'ai plus Sign in et Register qui apparaissent parce que je me suis déjà identifiée, donc tout ce que j'ai fait maintenant enregistré de manière automatique. D'ailleurs, je vais vous montrer qu'au-delà de la création du compte, vous pouvez également configurer ce compte avec vos préférences.
Donc là, c'est quand j'ai créé le compte, Account Setting. Voilà, donc, et là maintenant je peux faire le signing, donc je reviens en arrière et je vais vous montrer plutôt la configuration. Donc je suis dans configuration de mon compte et là j'ai mis mes préférences. Je préfère travailler avec une interface en anglais des 9 langues que j'ai disponibles. Donc ce qui me dit, donc à chaque fois que je rentre avec mon compte, il va me montrer l'interface en anglais. Mais je peux changer à n'importe quel moment. C'est juste mes préférences pour gagner du temps. À chaque fois que je fais une requête, j'aime bien commencer à faire ma requête dans la collection principale. Ça pourrait être une autre base de données, ça pourrait être toutes les bases de données, c'est ma préférence. Je démarre toujours avec la collection principale et j'aime bien commencer avec un seul champ. Il y a des personnes qui préfèrent avoir toujours les 3 champs d'indexation à disposition. Quand j'ai ensuite une liste de résultats, j'aime bien d'abord regarder ces résultats organisés par pertinence. Donc c'est ma préférence, mais je pourrais avoir une autre préférence parmi toutes ces listes-là. Ce qui ne m'empêche pas par la suite de changer. Vous avez vu, ce matin, j'ai changé l'organisation de mes résultats. J'ai pu aller à base de données, je peux changer la langue. C'est juste que quand je suis identifiée, automatiquement, l'outil me reconnaît et me montre en premier mes préférences. Et je reviens en arrière. Voilà. Donc, quand je suis identifiée, un autre avantage, c'est que tout ce que je fais est enregistré automatiquement pendant une année. Si je ne suis pas identifiée, tout ce que j'aurais fait dans la séance d'aujourd'hui sera gardé, mais une fois que je sors de Web of Science, ça disparaît et je recommence de zéro la prochaine fois que j'ouvre Web of Science. Quand je suis identifiée, si je vais à History, c'est l'historique de tout ce que j'ai fait aujourd'hui et pendant un an. Donc vous voyez, chaque petit rectangle, chaque ligne, c'est une chose que j'ai faite. J'ai ouvert ce document, j'ai fait cette requête. Vous voyez toutes les requêtes que j'ai faites. Et je peux d'ailleurs rouvrir ces requêtes. Je n'ai pas à les réécrire. En cliquant ici sur le lien des numéros de résultats, je peux les rouvrir. Je peux même copier ce lien et le partager avec quelqu'un pour une requête ou bien pour un document. Donc là, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais fermer, parce qu'il y a beaucoup de choses déjà aujourd'hui, je vais fermer toutes ces petites choses. Et vous voyez, tout est gardé par date. Et parfois, j'ai 3 séances dans la même journée. Et parfois, j'en ai qu'une seule. Et il me suffit d'ouvrir la petite flèche pour voir tout ce que j'ai fait à cette date-là. Donc, une année. Une année, tout est enregistré de manière automatique dans l'historique. Donc, je reviens à ma séance ici. Et également pour les requêtes, j'ai la possibilité de reprendre cette requête et de l'éditer ou bien de créer une alerte. C'est la prochaine chose qu'on va voir. Qu'est-ce que c'est que créer une alerte? Alors, je vais rouvrir, par exemple, je vais revenir à cette requête-là. Je la rouvre, j'ai cliqué sur le numéro de résultat et je rouvre. Donc, c'était cette requête avec ici le filtre des années de publication. Peut-être que je vais en prendre une autre un petit peu plus compliquée où j'avais appliqué plusieurs filtres. Celle-ci, ouais, j'avais filtré par année de publication et par type de document. Allez, on va prendre celle-là. Hop, voilà. Imaginons que j'ai pas envie de la refaire, j'ai envie de la garder, c'est une bonne requête pour moi. Comment est-ce que je fais pour la garder? Vous avez ici l'icône de la petite cloche, créer une alerte. Ça me permet de faire 2 choses. Garder cette requête et créer une alerte en même temps. Donc c'est ce que je vais faire. Je veux la garder, donc je clique, créer une alerte. Je vais lui donner un nom. Oups, je dois mettre mon... Voilà. Biofuels from Algae, le nom que je veux. Et ici, il y a un petit bouton qui me permet de faire 2 choses à la fois. Donc, je sélectionne ou pas. Soit je veux uniquement garder ma requête, soit je veux la requête et l'alerte. Mais je peux changer d'avis à n'importe quel moment après l'avoir cliqué. Donc, je vais le cliquer et je vais créer. Et ça y est, l'alerte a été créée avec succès.
Et ensuite, je peux aller configurer cette alerte ici en cliquant, ou bien si je clique OK et que tout se referme, où sont mes alertes? Elles sont ici en haut de la page. Donc je vais maintenant, j'ai regardé l'historique, maintenant je vais regarder les alertes. Ce que j'ai gardé de manière proactive. Donc j'en ai pas mal, je vais les organiser pour voir la plus récente, voilà. Donc c'est celle que je viens de créer avec vous. Et ce petit bouton active, inactive, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre une requête et une alerte. Alors si je reviens à inactive, j'ai uniquement une requête ici. Et je vais décider quand est-ce que je vais refaire cette requête en cliquant ici, Rerun Search, et en décidant l'intervalle de temps pour lequel je vais refaire cette requête. Par exemple, imaginons, dans un mois, je veux savoir, ou dans un an, je veux la refaire, et donc je dirais, ben, je veux avec une date de publication dans la dernière année, ou etc. Donc je décide moi-même de la refaire et de chercher depuis le début, je refais exactement la même, ou bien je veux uniquement les résultats les plus récents, 5 dernières années, etc., où je peux mettre un intervalle avec des dates précises de publication ou d'indexation. À l'inverse, et c'est ce que je préfère moi, c'est d'avoir en plus d'une requête, une alerte. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une alerte? Ça veut dire que je n'ai plus à me préoccuper de refaire cette requête avec une certaine fréquence. Je vais moi-même déterminer la fréquence à laquelle elle va être à nouveau faite automatiquement par Web of Science. Et je vais dire dans un mois. J'ai l'option tous les jours, toutes les semaines et dans un mois. Donc à partir d'aujourd'hui, dans un mois exactement, Web of Science va refaire exactement cette même requête et va m'envoyer à mon email les nouveaux documents qui répondent à cette requête, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans Web of Science aujourd'hui. Voilà toute la différence entre une requête et une alerte, ce qui me permet de suivre quelque chose à moindre effort. Je n'ai plus à refaire cette recherche, cette requête. Automatiquement, tout ce qui est nouveau, tout ce qui n'était pas là aujourd'hui et sera là dans un mois et qui répond à cette requête, arrivera, j'aurai une notification dans ma boîte mail qui me dira il y a 5, 10, 100 nouveaux documents qui répondent à votre requête. Voulez-vous les voir? Voyons voir à quoi ressemble cet email. Alors je vais avancer un petit peu, j'ai un exemple quelque part ici, donc ça c'est l'historique, c'est ce qu'on vient de voir. Voilà un exemple d'un email que j'ai reçu pour une requête que j'avais faite en relation avec la radiologie et qui me dit vous avez 19 nouveaux résultats depuis la dernière fois. Dans l'email, il va montrer les 5 plus pertinents. On a une limite de 5 dans l'email et on a un lien de couleur violette, mais je peux voir les 19 documents ici en cliquant sur ce petit carré. Et c'est une photo qui est fixe dans le temps. C'est-à-dire que si je reprends cet email du 25 août 2021 et je reclique sur le lien, il me montrera uniquement ces 19 documents à cette date-là. Par contre, si je refais cette requête, bien entendu, j'en aurai beaucoup plus. Donc vraiment, une photo très fixe dans le temps. Donc c'est très pratique d'avoir une alerte. Ça me permet de suivre à moindre effort quelque chose qui m'intéresse puisque je vais recevoir avec la fréquence que moi j'aurais décidé ces alertes dans ma boîte mail. Vous avez également la possibilité de créer des alertes pour des documents. Donc ces alertes, elles sont toujours ici. Vous pouvez les mettre actives, inactives, les gérer. Et elles ne disparaîtront que si vous décidez de vous en défaire en cliquant sur Remove. Sinon, il n'y a pas de date qui fait qu'elles vont disparaître. Elles vont toujours être là, c'est vous qui décidez combien vous en avez. Et je pense que le nombre est illimité. Je vais d'ailleurs rerun celle-ci, je vais la rouvrir. Ouais, je vais la refaire depuis le début. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une autre type d'alerte pour un document particulier. Alors, ce qu'on va dire, c'est que je vais voir un document qui a été posté récemment. Voilà.
ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir celui-là, voilà. C'est quelque chose de très récent qui m'intéresse beaucoup. Je peux être l'auteur ou pas. J'aimerais savoir ce qui se passe après la publication de ce document, quelles sont les citations qu'il va obtenir. J'ai également, donc document par document, l'option de créer cette alerte, Create Citation Alert, créer, et à partir de là, donc c'est une alerte différente. La première fois que ce document obtiendra une citation, c'est-à-dire qu'un document publié a posteriori l'utilisera comme référence bibliographique, eh bien je serai alerté dans ma boîte mail. Et ainsi de suite. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas une fréquence prédéterminée, c'est vraiment au fur et à mesure que les citations apparaissent. Donc je viens de créer cette alerte et je vais la voir également dans Alerte. Donc dans ce cas-là, c'est Citation Alert. Et j'en ai plusieurs, et celle que je viens de créer, Creation Date Descending, et celle-ci. Pour l'instant, ce document n'a aucune citation. Cette alerte est active, donc quand il obtiendra sa première, deuxième, troisième, etc. citation, je recevrai également un email. Je vais vous montrer un exemple de cet email. J'en ai également gardé un pour que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, c'est un autre type d'email. You have a citation alert. Et dans ce cas-là, j'ai fait exprès de choisir dans ce cas-là un document qui recevait énormément de citations et il y en a eu 6 d'un coup. Donc j'ai reçu cet email, il y a 6 nouvelles citations et je vois les documents en bas. Donc voilà, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le faire pour un groupe de documents. Pas pour l'instant, vous devez le faire document par document. Donc moi, ça m'intéresse de le voir pour mes publications à moi, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel document. Ça peut être le document publié par quelqu'un d'autre. C'est vous qui décidez les documents que vous voulez suivre. Et je vais revenir à ma requête. Parce que maintenant, nous allons voir les options d'exportation. Alors, la page se recharge, voilà. Les options d'exportation sont ici, derrière ce bouton, cette icône. Et en fonction de la base de données avec laquelle vous êtes en train de travailler, aujourd'hui je suis avec la collection principale, vous allez avoir différentes options qui vont se présenter à vous. Ok ? Vous pouvez exporter à des outils de gestion bibliographique, EndNote étant notre outil. RefWorks, un autre outil de ProQuest qui fait partie maintenant de notre entreprise. BibTeX pour l'option de Elsevier, Mendeley. Et RIS qui est un format tout-terrain, on va dire, qui est compatible avec la plupart des outils, des softwares de gestion bibliographique et qui inclut par exemple Zotero. Donc ça, c'est pour exporter et garder votre bibliographie, mais vous avez l'option d'exportation la plus utilisée est celle-ci, Excel. Donc Excel, maximum 100 documents. Donc j'en ai sélectionné aucun, donc je pourrais lui dire de 1, par exemple, maximum 1000 documents, pardon, pas 100, 1000 documents. Je pourrais lui dire, par exemple, je voudrais les premiers 100 documents ou les premiers 10 documents. Et je peux décider qu'est-ce que j'exporte. J'ai différentes options à ma disposition. Auteur, titre, source. Source, c'est la revue scientifique. Auteur, titre, source et résumé. Toute l'information, ou bien je choisis exactement les champs d'indexation, l'information que je veux exporter. J'ai une présélection avec des petits boutons de couleur violette, mais je peux changer, ajouter, enlever ce que je veux. Par exemple, j'aimerais également les mots-clés et j'aimerais l'ISSN de la revue scientifique et savoir si c'est en accès libre. Save Selection, 14, et ensuite j'exporte. J'exporte en format Excel. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, je voulais juste vous montrer comment ça marche. Ou bien,
L'autre option, c'est je sélectionne petit à petit des choses qui m'intéressent. Là, je suis en train de le faire au hasard. J'en ai 3. Et quand je clique exporter, et je reviens à Excel qui est l'option la plus utilisée, il me propose, voulez-vous exporter uniquement ces 3 ou bien on revient à tout ce que j'ai sur la page, c'est-à-dire 50 ou maximum jusqu'à 1000. OK? Donc, en général, vous allez sélectionner vous-même et ensuite, vous allez sélectionner ce que vous exportez. Autre chose, vous avez également l'option de garder des listes de documents. Donc là, c'est sauvegarder, ça n'est plus exporté. De la même manière que vous sauvegardez, vous pouvez sauvegarder des requêtes et créer des alertes. Vous pouvez également sauvegarder des listes de documents. Ça s'appelle des mark lists. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, j'ai déjà sélectionné 3 documents. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toute la page, par exemple. Donc, je sélectionne ici, j'en ai 50. Je peux les faire un par un, ou bien pour aller plus vite, je vous montre. J'en ai sélectionné quelques-uns. Et là, j'ai un bouton qui s'appelle Add to Mark List. Et il me propose l'outil de l'ajouter à une liste que j'ai déjà créée, et j'en ai pas mal, des listes, ou bien d'en créer une nouvelle. Donc comme j'en ai aucune en relation avec les biocombustibles, je vais en créer une nouvelle et je vais l'appeler Biofuels from Algae. Voilà. Et je crée cette liste. Voilà, elle est créée. Et maintenant, si je vais à l'espace Mark List, et tout ça, je ne peux le faire que quand je suis identifié, sinon je ne peux rien garder. Si je suis une personne anonyme, Web of Science ne sait pas qui je suis et donc il ne peut rien garder pour moi. Si je suis identifié, je peux garder mon travail. Je vais à mes mark lists et c'est la liste que je viens de créer avec 50 documents. Combien de listes je peux avoir? Un maximum de 50 listes. Donc si vous arrivez au maximum 50 listes et vous voulez en créer une nouvelle, il faudra vous défaire d'une vieille liste pour en créer une nouvelle. Combien de documents puis-je garder dans chacune des listes? 50 000 documents, c'est beaucoup. 50 listes par 50 000 documents, ça fait 2,5 millions de documents que vous pouvez garder dans cette liste. Et cette liste, vous pouvez la travailler. Je peux changer son nom, par exemple, si je change totalement l'aspect de cette liste. Je peux également changer d'avis par rapport aux documents que j'ai. Disons que j'ai changé d'avis, je ne veux plus ce document dans ma liste et celui-là non plus. Donc je les sélectionner et ensuite je clique sur Remove et je vais passer de 50 à 48. Oui, je veux enlever ces 2 documents. OK. Et je peux en ajouter, bien entendu. Je fais une autre requête. Ou la même, où je reviens et je continue à en ajouter puisque derrière Add to Mark List, je peux décider où est-ce que je vais les ajouter. Et quant aux options d'exportation, ce sont les mêmes qui apparaissent ici. Vous pouvez également exporter l'information que vous désirez d'une liste de documents. Donc je reviens à ma requête. Donc maintenant, hop, voilà. Maintenant que j'ai cette liste, imaginons, je reviens Relevance, par exemple. Donc des résultats un petit peu différents. Ou alors j'ai mon alerte qui arrive dans un mois avec des nouveaux résultats. Et donc j'en ai 3 que je trouve intéressants. Je les sélectionne, Add to Mark List. Et cette mark list, elle est quelque part par ici. Elle n'apparaît pas. Ah, il faut que je fasse un refresh. Donc comme je viens de la créer, elle n'apparaît pas. Il faudrait peut-être que je ressorte et que je rentre. On va réessayer, voir si elle apparaît maintenant. Ah, voilà. Add to list. Voilà, je l'ajoute à une liste déjà existante. Voilà. Et donc maintenant,
Si je vais la voir, je devrais avoir, je crois, 51 documents. Oui, 48 plus 3, 51 documents. Voilà, donc c'est facile de mettre à jour vos listes grâce à cette option. Une autre chose que vous pouvez faire quand vous avez un compte, alors là je vais avancer un petit peu plus vite dans ma présentation, donc tout ça on l'a vu, l'exportation, les listes, on a vu tout ça. Alors on arrive à cette partie-là qui est assez nouvelle, ça fait 1 an qu'on a créé une application pour les téléphones. Vos téléphones portables, que ce soit des iPhones ou des Android, peu importe, ces applications, c'est un échantillon, on va dire, de Web of Science. Ce n'est pas tout Web of Science, c'est impossible. Web of Science est une application pour les ordinateurs. Néanmoins, vous pouvez avoir une petite version de Web of Science sur votre téléphone. Ça fonctionne complètement différemment et d'ailleurs, les deux applications ne sont pas connectées. Ça vous permet également de chercher et de sauvegarder, de créer des fils d'informations. Donc, c'est l'équivalent des alertes, en fait, dans Web of Science, mais sur le téléphone. C'est un fil d'informations, d'avoir des notifications, de partager des documents que vous avez trouvés et de créer des listes de lecture aussi. Donc, vraiment quelque chose de beaucoup plus agile que vous pouvez installer sur votre téléphone gratuitement. Alors, au niveau de l'accès, vous allez devoir créer un compte. Cette application est gratuite, ce qui veut dire que beaucoup de personnes peuvent l'installer et ils vont avoir un accès très limité à Web of Science puisqu'ils n'ont pas accès à Web of Science. Néanmoins, aujourd'hui, je parle à des personnes qui ont accès à Web of Science puisque vous avez une licence. La Tunisie et le Maroc ont une licence. Donc, si vous décidez d'installer cette application qui s'appelle Myra, c'est My Research Assistant, My Research Assistant, Myra, si vous la cherchez dans Google Play ou dans Apple Store, vous allez la trouver. Quand vous l'installez et créez votre compte, si vous utilisez le même email que votre compte ordinateur Web of Science, à ce moment-là, vous aurez un maximum de bénéfices que d'autres personnes n'ont pas quand elles ont un accès gratuit. Okay? Vous aurez un accès illimité et un nombre de requêtes illimité et des recherches que vous pourrez faire beaucoup plus précisément. Okay? Donc n'oubliez pas ça. Bien que cette application soit gratuite, il y a des avantages pour les personnes qui ont accès à Web of Science et c'est votre cas aujourd'hui. C'est pour ça que je vous fais une formation. Donc utilisez le compte que vous avez créé pour Web of Science est un compte que je vous encourage à réutiliser pour cette application dans votre téléphone de manière à avoir tous les bénéfices de l'application. C'est quelque chose que je ne peux pas montrer dans la formation d'aujourd'hui, c'est votre compte nomade. Néanmoins, je vais vous laisser dans ma présentation, dans cette page-là, vous avez un lien à une page web où tout est expliqué. Donc, je vais cliquer sur ce lien. Et dans cette page web, à nouveau, nous avons l'option pour l'installation. Vous avez quelques vidéos courtes et nous avons l'aide en ligne qui est très détaillée. Questions fréquentes, questions par rapport aux requêtes, questions par rapport au compte, à la création d'un compte ou à mes listes de lecture. OK? Donc ça, c'est quelque chose, si ça vous intéresse, qu'il faudra voir en dehors de cette formation. Néanmoins, je vous laisse les liens aux pages web nécessaires. Alors, on arrive presque à la fin de cette formation. Il nous reste encore 2 sections, un petit peu plus courtes. Maintenant, analyser les résultats pour avoir une vision d'ensemble. Donc à ce moment-là, il ne s'agit plus de faire des requêtes, d'améliorer notre requête, mais quand on a des bons résultats qui nous intéressent et qu'on veut avoir cette vision d'ensemble, certains disent cette vision d'hélicoptère, il faut prendre de la distance. Quelles sont les options qu'on a pour analyser? Alors, on va revenir à une requête que j'avais ici.
Donc, je vais revenir à une requête pour Biofuels and Algae. Je vais garder celle-là, par exemple. Biocombustible à partir d'algues ou de microalgues. Je regarde les documents publiés dans les 5 dernières années et je ne regarde que les articles dans ce cas-là. Alors, pour prendre cette perspective, cette distance et ne pas avoir à lire ou à regarder ces 2500 notices, j'ai l'option ici de cliquer sur Analyze Results. Quand je clique sur ce bouton, dans cette page, les 2500 documents vont être réorganisés de différentes manières et je vais choisir de quelle manière je les réorganise. La première, c'est par affiliation. Les affiliations des auteurs de ces 2500 documents. Et il me montre une image. Je vais le mettre en plus petit, comme ça on la verra mieux. Alors là, j'ai une petite erreur qui m'apparaît. Je recharge la page pour voir si ça va mieux. Ça tarde un petit peu, mais ça va venir. Oups. Alors, je vais revenir ici, Back to Results. Alors, voyons voir. Alors, ce sont les aléas du direct. De temps en temps, moi aussi, j'ai des problèmes techniques. Allez, je reclique. Voilà. Ça y est, c'est bon. C'est résolu. Donc, je disais, j'étais en train de réorganiser ces 2500 documents par affiliation. Affiliation, toutes les affiliations de ces auteurs. Ce qui me permet de voir, ici, dans cette image, les organisations qui publient le plus souvent autour de ce sujet. Elles sont organisées de cette manière-là. Vous voyez les petits numéros 89, 81, 75, 72. J'en vois 10 par défaut, mais je peux en voir jusqu'à 25. Ce qui me permet de connaître les acteurs principaux pour ce type de recherche. Où est-ce que ça a lieu? D'où est-ce que proviennent ces chercheurs? Donc, je vois ce qui est en haut de la pyramide. Ici, je vois les 5 plus grosses institutions en termes de publication, de numéro de publication. Mais j'ai la possibilité d'avoir toute la liste en bas, au-delà de ces 25. Et nous voyons qu'il y a 2400 institutions. Elles sont organisées par numéro de publication, ce qui me permet de voir d'un coup d'œil quels sont les acteurs principaux en ce qui concerne la recherche sur les biocombustibles à base d'algues ou de microalgues. Je peux choisir de voir ces documents en cliquant sur cette liste. Par exemple, je vais regarder Chinese Academy of Science et j'en ai une autre ici. Et je vais voir également, par exemple, il me semble que c'est également la Chine ici. Donc, ça serait une option. Donc, je peux les choisir et ensuite cliquer sur Refine Results by Selected. Donc, je verrai ces trois-là. Ou bien, je reviens en haut. Si je veux en voir qu'un seul et qu'il est ici en haut, je peux cliquer sur l'un de ces petits carrés. Vous voyez là où je mets ma souris, il me propose d'ouvrir ce document. Donc, c'est une possibilité aussi. Donc là, c'est organisé par
affiliation, j'ai plein d'autres manières d'organiser. Voyons par exemple source title, où est-ce que c'est? Publication title. Publication title, c'est le nom de la revue scientifique. Donc là, en fait, je suis en train de voir pour ces 2500 documents, à nouveau, je n'ai pas changé, groupe de documents, je vois dans quelle revue scientifique ces auteurs publient le plus souvent. C'est intéressant, si moi je travaille dans le même domaine, ça me donnera des idées. Où vais-je publier ma recherche la prochaine fois? Donc je vois les revues scientifiques qui apparaissent le plus souvent. Et je peux voir également les auteurs. Voilà, qui apparaissent de cette manière-là. Nom de famille, ensuite initiale des prénoms. Attention ici, parce qu'une même personne peut apparaître avec des variantes de son nom. Donc je ne vais pas vraiment me fier au numéro, mais le nom, oui, est correct, mais peut-être qu'il en a d'autres, mais peut-être avec une variante de son nom. Parfois, on signe les publications avec des noms différents, et donc il faut le prendre en compte. Néanmoins, c'est une source d'information également très utile, et on va en voir une dernière, par exemple, les agences de financement, pour savoir quelles sont les organisations qui financent ce genre d'études. Je vais ouvrir maintenant les 67 documents financés par la Commission européenne. Donc je mets ma souris sur ce rectangle marron, je clique sur View Records. Oups, il ne me l'a pas pris, je vais recliquer. Voilà, maintenant oui. Donc en cliquant, il a pris en compte, c'est comme un filtre qu'il a pris en compte, et il me montre ces 67 documents. Alors je vais remontrer un petit peu plus en gros maintenant. Voilà. Je vais en ouvrir un. D'où provient cette information? Cette information provient de la notice. C'est quelque chose que nous indexons également, une information que nous avons dans les notices documents uniquement dans Web of Science collection principale. Et c'est pour ça que je peux faire une requête sur ça, ou je peux faire un filtre, et je peux également l'analyser. Donc dans une notice de document, nous avons le titre, les auteurs, informations sur la revue scientifique. Ensuite, nous avons un résumé. Dans celui-là, il n'y en a pas, exceptionnellement. Les mots-clés, les affiliations de tous les auteurs avec un petit chiffre qui m'indique. Ici, pour ces petits panneaux-là, ça m'indique que ce document est dans différentes bases de données auxquelles j'ai accès, moi, CABI, Inspect. Donc là, ça va dépendre de vos accès à vous. Vous verrez par exemple Medline, auquel vous avez accès. Et ensuite, j'ai l'information qui est les agences de financement. D'où vient cette information? Elle vient des remerciements. On transforme les remerciements en un tableau, et c'est pour ça qu'on a cette information quand on analyse. Autre chose que vous pouvez faire pour analyser un document qui vous intéresse énormément, on va dire celui-là par exemple, c'est naviguer dans le réseau citationnel. Dans le réseau citationnel, ici ce petit carré, on voit différents types d'informations. On voit le lien vers les références bibliographiques. Il y a 51 références bibliographiques qui sont toujours ici au pied de ma page. Oups, voilà. En bas, j'ai toujours les références bibliographiques.
Et quand le titre est de couleur violette, c'est un lien. Je peux ouvrir directement ce document qui est une référence bibliographique de mon document de référence. J'ai également un lien vers les citations. Que s'est-il passé après la publication de cet article en août 2020? Depuis, il a reçu 4 citations. Je peux les ouvrir aussi et analyser d'où proviennent ces citations. Je reviens en arrière. Et nous avons un bouton supplémentaire qui est un petit peu caché ici, Related Records, document en relation, on va dire. Dans ce cas-là, je vais analyser des documents qui partagent un grand nombre de références bibliographiques avec celui-là. Je vais cliquer sur ce lien qui est différent, un petit peu caché. Quand je trouve un document qui m'intéresse vraiment, pourquoi ne pas aller voir ces documents-là qui sont organisés, relevance, dans ce cas-là pertinence, mais pertinence par rapport au nombre de références bibliographiques partagées. C'est-à-dire que là, on voit 8 et 8. Il y a 8 références bibliographiques identiques au document dans lequel j'étais avant. Donc, s'ils ont un grand nombre de références bibliographiques partagées, cela veut dire que ce sont des choses similaires. Donc, ça vaut le coup également de naviguer ici dans le réseau citationnel. Et on ne va pas le faire pour tous les documents. On va le faire uniquement pour les documents qui nous intéressent le plus. Donc voilà pour la formation d'aujourd'hui. Et avant de conclure, je voulais vous indiquer où est-ce que vous pouvez trouver plus d'informations. Donc on arrive à la dernière section. Donc on a vu tout ça. Je vous présenter. Ça aussi, on vient de le voir. Et on arrive à cette partie-là. Si vous avez une question sur l'utilisation de Web of Science, parce que je ne pourrai pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, et il y en a beaucoup pour lesquelles vous pouvez trouver vous-même. Vous avez des options directement dans l'outil. Et je vais vous les montrer. Elles sont sous ce petit point d'interrogation, qui est toujours en pied de page à droite. Si je clique sur ce petit point, vous avez un centre de ressources. Je vais vous parler de 3 en particulier qui sont utiles pour l'utilisation. Vous avez des visites guidées, guided tours. Des visites guidées qui sont très courtes, très pratiques, qui vous disent cliquez ici, cliquez là. Et ces visites guidées, il y en a bien plus que 3. Tout va dépendre de sur quelle page je suis. Donc en fonction, là je suis dans une requête, donc l'outil me propose 3 visites guidées en anglais pour les requêtes.
Si je suis sur une page de résultats ou une page d'analyse, il me proposera d'autres visites guidées. Donc, intéressant de prendre ces visites guidées. Si vous avez un doute, il vous apprendra comment faire les choses simplement. Vous avez également l'option de Help and Contact. Vous avez deux options ici. Le Help Guide, donc c'est un guide et vous pouvez chercher dans ce guide, par exemple, j'ai Open Access ici. Open Access, j'aurais pu chercher là aussi. Donc j'ai l'article, vous savez, que je vous ai montré, il est là. C'est ici que je l'ai copié, cet article. Et ce fichier d'aide en ligne est également disponible dans différentes langues. Et alors l'arabe, je crois que c'est ça. Voilà, normalement, on a une traduction à l'arabe de cet article. Et vous pouvez également ensuite chercher en arabe. Et là, si je clique, je suis perdue puisque je n'y comprends rien. Ah, c'est ici. Je reviens à l'anglais. Voilà, sinon je suis perdue. Donc une autre option, et je vais vous montrer la dernière avec mes slides. Donc ça, on a vu, ça aussi. En dessous, au pied de chaque page, vous avez également un lien support produit, donc support Web of Science, qui vous fait arriver sur une page que vous pouvez également chercher ici, avec des articles au-delà de l'aide en ligne. Et derrière ce bouton violet, c'est un lien vers une boîte mail webofsciencesupport.clarivate.com. Donc si vous avez des questions, la meilleure manière d'obtenir des réponses dans un délai raisonnable, c'est d'envoyer un email à cette boîte mail. Pas pour l'accès. Pour l'accès, il va falloir faire appel à vos différents pays. L'IMIST pour le Maroc et le CNUS pour la Tunisie, qui vous expliqueront pour l'accès. Je parle ici des questions par rapport au fonctionnement de Web of Science. Je vais essayer d'en prendre un maximum pendant le temps qui nous reste, mais je sais que je ne pourrai pas répondre à toutes. Donc c'est pour ça que je vous donne une autre option. Voilà, donc c'est tout pour ce module A. Maintenant, il est temps de réouvrir le chat et de commencer à écrire vos questions.